Bonjour, après 555, paru en 2022, pour lequel elle a eu entre autres le prix RTL Lire, Hélène Guestern publie son 7e roman, Ses ombres, aux éditions Grasset. Hélène Guestern est notre invitée dans Délivrez-vous. Bonjour Hélène Guestern. Bonjour Sarah. C'est la deuxième fois qu'on va discuter, qu'on se rencontre ici dans ce lieu, le Café Foire, place Stanislas, à Nancy, Oui. qui est le lieu, alors je ne sais pas si c'est encore le lieu où vous écrivez, où vous aimez écrire, en tout cas c'était ce que vous m'aviez dit à l'époque, c'était le lieu où vous vous retrouviez pour écrire vos romans. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, je ne fais pas qu'écrire mes romans, mais je viens travailler très souvent le matin ici, et notamment écrire ou relire des choses déjà écrites. Cela dit, le nouveau texte que vous publiez chez Grasset, Ses ombres, se situe ailleurs qu'à Nancy, nous plonge dans un décor totalement différent du nord-est de la France. On est à l'ouest, en Bretagne, à Saint-Malo, vue sur la mer et vue sur une île qui s'appelle Ses ombres, une île qui a une histoire incroyable, une histoire forte, une île même dont la vue se mérite, j'ai envie de dire. Et c'est tout un décor qui n'est pas surprenant, mais au départ, je me suis dit, tiens, Hélène Guestern nous emmène là, avec des descriptions assez incroyables, avec dès le départ la mer en ouverture, la mer en décor, les odeurs de la mer, les couleurs de la mer. Et puis on va rentrer surtout dans une histoire familiale, encore une fois dans un secret de famille. On va remonter le siècle dernier. Et puis on va encore plonger notre nez dans les archives, ce que vous faites depuis toujours. Il y a quelque chose chez vous quand même, dans les archives, dans les photos, dans les secrets de famille qui vous obsèdent, qui vous fascinent et qui vous fait en tout cas écrire. Mais commençons par la mer, par Ses ombres, par la Bretagne, Saint-Malo, qui est quand même le lieu d'attache du personnage, du narrateur, Yann. Qu'est-ce qui a donné l'envie de nous offrir ce décor-là, cette mer et ces couleurs bleues comme vous l'êtes aujourd'hui ? C'est très simple, parce que c'est le plus bel endroit du monde, raison numéro 1, et parce que je l'aime, numéro 2, que je l'aime d'amour. Et d'ailleurs, le roman, je l'ai écrit en partie dans un autre bistrot, dans le bar de l'Hôtel des Thermes, en regardant la mer. C'est un lieu que je connais depuis une vingtaine d'années, où je vais tous les ans, même plusieurs fois par an. Une sorte de grande télécouleur sur une plage qui fait 4 km de long, qui est une des baies où le marnage, la différence entre la marée haute et la marée basse, c'est une des plus élevées d'Europe. Il y a 14 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse. Tout est énorme, tout est disproportionné là-bas. Et donc c'est magnifique. Et c'est tellement magnifique qu'on ne peut que avoir à un moment donné envie d'écrire dessus pour raconter ça. Cette beauté-là qui est stupéfiante et constamment renouvelée. Bien sûr, on va rentrer au cœur de l'histoire, qui est une histoire assez, comme je le disais, des secrets de famille, une histoire de famille, une généalogie, la place des femmes, le couple, la famille. Et puis, mais tout de même, je trouvais que la mer, le décor, cette région, était déjà un premier personnage Tout à du fait, roman. tout à fait. Et avec des descriptions où vous êtes absolument parfaite, avec les traces de pas qu'on laisse sur la plage, avec des descriptions de couleurs qui changent, avec ces odeurs que vous nous faites lire. Ça, c'est quelque chose déjà, rien que ça, qu'on prend dès le départ dans votre roman. Est-ce que la mer, effectivement, est pour vous un personnage ? Ah oui, oui. Et d'ailleurs, c'était vraiment le projet, que la mère, M.E.R. soit la protagoniste de l'histoire. C'est pour ça que c'est elle qui a la parole au premier chapitre et qu'elle va avoir la parole un certain nombre de fois à l'intérieur du roman, parce que la mer, c'est une puissance mobile et autonome, qui n'est pas inerte, qui fonctionne au rythme des marées, avec des différences qui sont très spectaculaires et très visibles à cet endroit-là du monde, et pas visibles autant partout. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'idée que les hommes on fait une sorte de mariage d'amour-haine avec la mer depuis très très longtemps. C'est-à-dire que
Ils s'installent au bord de la mer, ils essayent de coloniser la mer, et la mer leur donne la réplique, et puis elle leur apporte de la richesse, mais elle leur apporte aussi des catastrophes, de la destruction, des noyades, des morts, des tempêtes, des submersions. Et puis les hommes continuent à vouloir coloniser la mer, et la mer continue à leur donner la réplique. Et là, à l'heure de réchauffement climatique, la mer monte. Donc il se passe une chose qu'on n'avait jamais cru possible, c'est que c'est sans doute la mer qui aura le dernier mot. Donc forcément, parler de la mer, c'est pas seulement parler de cette magnifique surface, de ce magnifique paysage, c'est aussi parler d'une force vive dont on a peut-être sous-estimé la puissance, dont on s'est arrogé un peu trop facilement la propriété et qui maintenant est en train vraiment de rétorquer avec ses propres moyens. Alors il y a la mer, les éléments, la mer qui peut révéler, la mer qui peut cacher aussi, qui peut absorber des choses ou les ressortir. Mais il y a les hommes, parce que vous êtes une écrivaine qui racontait les hommes, le vivre ensemble, ce que je disais, les secrets, ce qu'on tait, ce qu'on dit, et comment on s'aime, parce que c'est aussi des histoires d'amour, et comment on se déteste, et comment on se sépare, ou comment on se retrouve. Je trouve quand même que vous êtes une écrivaine qui écrivait beaucoup sur le cœur des hommes. Ah oui, mais je pense que les sentiments, c'est une des choses humaines les plus extraordinaires à raconter. Alors, ils interviennent un peu partout. Il y a guère de narration, il y a guère de romans, de films, même de morceaux de musique qui soient portés par les sentiments. Après, effectivement, la difficulté, c'est de les dire, parce qu'il y a une grammaire des sentiments qui est très codifiée en fonction des époques, des codes médiatiques. Donc, on peut rester à des niveaux de description simples, et puis après, on peut chercher à dire un peu plus la complexité des êtres, et c'est ça qui devient intéressant. C'est les êtres ne sont jamais d'un bloc, ils ne sont jamais tout blanc ou tout noir, ils ne sont jamais complètement héroïques ou complètement abominables. Il y a toujours une sorte de mélange permanent. C'est comme la mer, ça brasse tout le temps finalement. Et puis en fonction de la vie, des circonstances, ils sont saisis dans un des aspects de leur personne. Et le roman peut faire ça, peut faire cette espèce d'arrêt sur image comme ça, à un moment de la vie d'un être. Et le roman, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet d'aller sur les traces des gens? Cette question de traces, comme je le disais tout à l'heure, la photo qui vous a Oui. aussi fait travailler, la trace aussi d'autres écrivains, d'autres compositeurs, la trace qu'on peut laisser après sa mort, la trace qu'on peut laisser par nos écrits ou par d'autres choses. C'est ça que vous creusez, que vous cherchez, la trace, je le disais tout à l'heure, qu'on laisse sur la plage quand on marche, qui peuvent s'effacer mais qu'on peut aller rechercher malgré tout. Le roman, déjà, c'est un merveilleux outil d'enquête, d'investigation. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une telle tradition policière dans le roman, c'est parce que c'est une structure qui se prête merveilleusement bien à ça. Et en plus, c'est un outil de réorganisation, de remaniement du réel. Et c'est là que ça devient quelque chose de fascinant, d'un peu troublant aussi, parce qu'il peut y avoir la tentation de se prendre pour Dieu, l'impression d'avoir la main haute comme ça sur tous les éléments de la vie et de pouvoir les réagencer, les réorganiser. Et le travail romanesque, c'est ça, c'est essayer de trouver une organisation sans pour autant céder à une sorte de facilité du montage, où théoriquement l'organisation, elle n'est là que pour nous aider à dire mieux, mais encore faut-il la trouver. Votre narrateur, qui ouvre le roman, était professeur à Paris. Il s'est séparé de sa femme, il a un fils, Paul. Il a perdu sa mère, puis son frère, puis son père. Et à la mort de son père, qu'il a tout fait pour partir, pour quitter cet endroit-là, il s'est installé à Paris. Et à la mort de son père, il y a des choses qui vont revenir. Il va finalement quitter Paris pour revenir sur son enfance, sur son passé, s'installer dans la maison de Bretagne, seul, puisque son frère jumeau n'est plus là non plus, que plus personne n'est là. Et ça va finalement lui faire ouvrir les portes de la maison et ouvrir les portes du passé. Il va faire un travail sur lui-même, comprendre finalement pourquoi il a autant été différent, rejeté ce que son père aurait voulu tellement qu'il fasse, c'est-à-dire embrasser le même métier, reprendre l'entreprise familiale, qui est une entreprise qui marche depuis des générations, depuis Octave, l'arrière-grand-père, une entreprise de construction de moteurs de bateaux. Lui, il aura absolument pas voulu faire ça. Il va essayer et de comprendre sa propre histoire dans cette famille et aller sur les pas de l'histoire de son arrière-grand-père et comprendre son père et les silences. Je disais, une histoire de secret de famille et une histoire aussi très personnelle de cet homme qui est très touchant, ce Yann qu'on sent bien avoir été
un peu différent des autres dans sa famille, d'avoir tout fait pour quitter, mais finalement j'ai l'impression, c'est comme si on n'arrive pas à totalement s'extirper de ses origines, de d'où on vient, de sa famille. Oui, et puis c'est toujours très compliqué. Alors je précise que je ne suis pas du tout une apôtre des racines, ni familiales, ni surtout géographiques, que c'est souvent les hasards de la vie qui font qu'on part d'un endroit, qu'on reste à un endroit, et que j'ai pas le culte de la ville où je ne suis née, qui n'est pas Nancy d'ailleurs, contrairement à ce que prétend ChatGPT. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce qu'on a vécu au début de sa vie, ça nous a fait. On peut pas revenir là-dessus. Le contact qu'on a eu avec les gens et le contact qu'on a eu avec les lieux, les endroits, les couleurs, les odeurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'engramme en nous, physiquement, organiquement. Donc oui, c'est assez légitime qu'à un moment donné de sa vie, quand on s'est expatrié de son enfance, tout ça se rappelle au bon souvenir et du corps et de la tête, notamment dans des moments d'incertitude. Et il se trouve que ce narrateur-là, c'est un homme épuisé. C'est un homme épuisé qui n'a plus vraiment de raison de continuer parce que tout ce qui lui était cher, il l'a perdu. Donc finalement, il n'a plus que cet autre recours, c'est fuir une vie qui lui est devenue relativement insupportable, voire complètement insupportable, et puis d'essayer de retourner au bord de la mer. Mais dans un premier temps, il n'a aucune ambition, aucun désir particulier, il veut juste voir la mer. La seule force qui lui reste, c'est ça. Il veut voir la mer et il veut fuir effectivement tout ce qu'il ne supporte plus. C'est quand même d'abord l'histoire d'une fuite, quelqu'un qui fuit, comme vous dites, cette vie pourtant qu'il a voulu, qu'il a construit contre vents et marées, si je le dis comme ça. Mais vous l'écrivez, j'en avais assez de tout. Il a 49 ans, de Paris, de l'agressivité, de la marée noire des mails, des commentaires combinatoires des relecteurs d'articles, des dossiers à remplir. La folie néolibérale avait gagné l'université comme une gangrène et la vie professionnelle était devenue un steeplechase, une suite d'obstacles à franchir à toute vitesse avant que s'enlève de nouveau, toujours plus haut, toujours plus redoutable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol de la vie-là, de ce néolibéralisme, de cette façon de vivre, et qui finalement, en fuyant ça, va essayer de quoi? De retrouver le goût de l'enfance, ce qu'il faisait avec son frère, les jeux de l'enfance, la légèreté de l'enfance aussi. La légèreté, peut-être pas, parce qu'il n'en a jamais vraiment eu. En revanche, je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront dans cette brève description qui doit résumer 98% de la vie professionnelle aujourd'hui. Et il y a d'une part le sentiment d'avoir perdu complètement le sens et le contact avec ce qui était le cœur de son métier, enseigner. Il y a le sentiment parfaitement désespérant d'être toujours dans une forme de masse croissante qu'on n'arrivera jamais à absorber. Ce qui, au bout d'un moment, ne peut mener qu'au désespoir. Et puis, il y a l'idée d'un concept qui est assez beau, qui est celui de la décroissance, c'est-à-dire qu'il a accumulé. Il a accumulé pour les articles, il a accumulé pour faire carrière, il a accumulé les publications. Il a bien fallu qu'il accumule un peu d'argent avec sa femme pour acheter un appartement. Donc, il a passé sa vie à accumuler. Et puis, finalement, il n'a rien. Au bout du compte, il n'a rien, parce que ce qu'il a ne le rend pas heureux. Donc, il s'en dépouille, et puis il retourne à un autre endroit où il n'y a rien à accumuler, pour le coup. Et ça, c'est reposant. Ce livre-là questionne ce que c'est être à sa place à un moment donné, pouvoir oser partir, revenir ou pas, et qu'est-ce que c'est que sa place au sein de la société, sa place au sein de la famille, et je trouve que vous questionnez ça. Oui, mais là encore, je pense que c'est une question qu'on doit se poser assez communément, surtout à partir d'un certain âge de la vie, surtout arrivé dans la deuxième moitié de la vie, où on sait que la vie, on l'a plus devant soi, on en a un petit morceau derrière soi, et on est régi finalement par énormément de stéréotypes par rapport à la famille, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à ce que serait réussir sa vie. Et c'est vrai que lui, en étant dans cette maison, va découvrir l'archive de son arrière-grand-père. Donc il est historien, on ne se refait pas, donc il voit des carnets devant lui, il ne peut pas résister à la tentation de les ouvrir. Et l'idée du secret finalement est assez secondaire. Je sais que souvent de moi une apôtre du secret de famille. Oui, parce que c'est pas un secret extraordinaire. C'est ça, comme d'ailleurs la plupart des secrets, qui sont d'une grande banalité. C'est simplement qu'au moment où ils ont été vécus très douloureusement par les gens, mais quand on découvre en général un supposé secret de famille, on dit mon Dieu, mais tout ça pour ça, et ça nous paraît pas très... En revanche, ce qui est certain, c'est que
le fait qu'une chose ne soit pas dite ou soit tue va déclencher le désir d'enquête et le désir de comprendre. Et lui, à l'occasion de la découverte de la personnalité de cet arrière-grand-père qu'il n'a pas connu, mais il a connu son grand-père qui était le fils de cet homme, et bien sûr il a connu son père qui était le fils de son grand-père, il se demande ce qui s'est détraqué dans cette lignée où les hommes étaient froids, très peu présents, très peu paternels et vraiment pas très très gentils. Et au-delà, il est obligé de questionner son propre comportement. Parce qu'il a vécu toute sa vie dans l'idée que son père était justement un être froid, antipathique, qui ne pensait qu'à ses affaires, qui ne pensait qu'à sa compagnie, qui n'a pas accompagné sa femme comme il l'aurait dû, notamment dans la maladie. Donc il est plein de ressentiment par rapport à cet homme-là. Et il est amené à questionner son propre ressentiment, en disant certes, les choses entre nous ont échoué, mais en est-il le seul responsable? Quelle est ma part dans cette histoire? Et c'est toujours intéressant, justement, de re-questionner des situations qui sont souvent présentées comme étant très manichéennes. Et quand une relation réussit, on est deux pour la réussir, mais quand une relation rate, en général, on est deux pour la rater. Enfin, si ça dure longtemps, on est deux pour la rater. Césambre, qui est aussi l'île qu'on regarde, à laquelle on revient tout le temps, vous en faites des descriptions incroyables. 2 mots quand même sur cette île qu'on ne connaît pas toutes et tous. Non. Une histoire incroyable, une île qu'on ne voit pas tout le temps, une île sur laquelle on n'a pas pu aller pendant très longtemps pour des raisons militaires, enfin de guerre, qui a une place importante. C'est l'île de la passion et l'île de la mort aussi, je ne vais pas en dire plus. Mais parlez-nous de cette île et faites-nous une description de Césambre. Ah, c'est une île magnifique, c'est 2 vallons comme ça, avec une grande plage. Et la grande plage fait face à la grande plage de Saint-Malo, une grande plage exposée au sud. Et elle était rattachée au continent, ou en tout cas accessible à pied au moins jusqu'au milieu du XVe siècle. Et ensuite, la baie a été ennoyée petit à petit, donc l'eau est montée, l'île a été détachée du continent. Et c'est toujours une île qui a été propice, qui a eu pendant très longtemps au Moyen-Âge une vocation monastique, qui a été propice à la retraite. Donc il y a eu plusieurs ordres franciscains qui se sont succédés. Ensuite, elle a été prise d'assaut régulièrement par les Anglais, donc c'est devenu fortifié, extrêmement militaire. Ça a été un lazaret dans les temps de peste pour que les bateaux qui revenaient des Indes ou des endroits où il pouvait y avoir la peste, le typhus ou le choléra. Donc on y mettait les gens, et curieusement, ça a toujours été un lieu de retraite, mais aussi souvent de souffrance humaine. Ça a été une colonie pénitentiaire militaire, et ça a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, une pièce essentielle dans les fortifications de l'organisation Taute, celle qui remontait, il y avait le mur de l'Atlantique, et il y avait les fortifications qui remontaient comme ça jusqu'à la Manche, et c'était le verrou de la baie de Saint-Malo. C'est-à-dire que n'importe qui voulant prendre d'assaut Saint-Malo était obligé de s'exposer au feu de Césambre qui pouvait tirer jusqu'à 18 km. Donc c'était un endroit, oui, vraiment un petit caillou de 9 hectares 50 qui a une richesse historique. Et à la Libération, les Allemands ne souhaitant pas se rendre, les Américains ont perdu patience, ont bombardé l'île pendant 3 semaines, et comme les Allemands refusaient toujours de se rendre, ils ont bombardé l'île au napalm pour en finir, ce qui fait que tout ce qui existait de vie, le peu de construction d'édifices, de ruines, tout a été purement et simplement détruit. C'était comme la lune après la guerre, Césambre. Il ne restait qu'un tas de gravats. Il n'y avait plus la moindre trace de vie, plus un brin d'herbe. Et aujourd'hui, il y a à nouveau de la faune et à nouveau de la flore. La belle, l'énigmatique Césambre, celle où il a été interdit de poser le pied pendant 73 ans. J'ai toujours nourri pour ce caillou une fascination d'enfance, au point de l'observer parfois à la jumelle. Sa silhouette aride et mystérieuse me fait penser au roman de Jules Verne. L'attrait que le lieu exerce sur moi aujourd'hui encore tient en partie au danger bien réel qui entoure sa légende noire. Césambre, est-ce qu'elle pourrait finalement être aussi être la métaphore du grand-père Octave et des hommes silencieux et de leur peine qu'ils ont eue? Est-ce qu'elle est à l'image de l'énigmatique grand-père, l'énigmatique père et au cœur de ce secret? Est-ce que c'est finalement la même idée qu'on pourrait se faire? Alors, ce qui est certain, c'est que ces ambres, c'est un peu leur part intérieure à tous. Il y a quelque chose d'eux qu'ils essayent de dissimuler ou de porter au secret de l'île. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a autant de fascination. Et effectivement, il y a puis elle reste quand même ce petit lieu
où la main de l'homme échoue, enfin la main de l'homme ne cesse de vouloir laisser son empreinte sur ces ombres, mais il n'en demeure pas moins que c'est un lieu où il est très très difficile de vivre, parce qu'il n'y a pas vraiment de source, il n'y a pas de ressources naturelles. Donc c'est vraiment le lieu où les hommes viennent se confronter directement aux éléments. Et c'est ça. Donc finalement, ce roman questionne les éléments, la force, le pouvoir des éléments de Ouais, la nature, ouais, comme vous dites, ouais. mais questionne aussi, je trouve, comment on peut arriver à trouver un équilibre. Ça vous va si je dis ce mot-là? Ah oui, c'est une très bonne définition, et de se dire aussi que l'équilibre ne tombera pas du ciel ou qu'il ne nous sera pas apporté par je ne sais quelle puissance publique extérieure ou grand projet pharaonique, et que souvent l'équilibre, ça tient justement dans la construction d'un quotidien, et que peut-être l'équilibre qui serait à redéfinir, c'est d'abandonner ces grandes perspectives visionnaires et colonisatrices de la nature, de se remettre à sa place d'homme, d'admettre que parfois la nature aura raison de nous, et qu'elle peut avoir raison des plus beaux édifices, des plus grandes forteresses. À Cézanne, les bunkers allemands qui sont pas mal éboulés suite au bombardement sont en train d'être digérés par la nature. C'est-à-dire qu'ils se recouvrent petit à petit de mousse, de végétation, on les voit de moins en moins. C'est phénoménal. On a l'impression que l'île avale les vestiges de la guerre, comme ça, une espèce de digestion qui va se faire sur des siècles. Et on se dit, mais c'est incroyable, le lieu était donné pour mort, quoi. Les Malouins pensaient que l'île allait partir par le fond, qu'il n'y aurait plus d'île après les bombardements. Donc oui, il y a cette idée-là, que peut-être il y a un dialogue à entamer sur un mode un peu différent avec l'environnement qui est le nôtre, et que ça peut donner un bonheur infini, beaucoup plus que la possession matérielle, par exemple. Beaucoup plus que la possession matérielle. D'ailleurs, ce que veut plus Yann, enfin, quelque chose Non. qu'il a rejeté. Je me disais aussi qu'il y a cette histoire du passé, des archives, hein, qui vous passionne depuis longtemps, Hélène Guestern. Je trouvais aussi que cette image des marées, vous savez, cette mer qui s'éloigne et qui revient, et qui, en s'éloignant, fait apparaître des choses qu'on a perdues. Et je trouvais que vos romans étaient un peu comme ces marées-là, ou qui permettaient, quand la mer s'éloignait, de retrouver ces traces, des histoires. Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi? Oui, c'est une belle image, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée d'un temps cyclique. J'aime beaucoup l'idée du temps long aussi. Donc là, je me suis fait un petit peu plaisir, puisque le livre fait au total 555 pages. Ça s'est trouvé comme ça. C'est étonnant. Comment s'appelait le dernier roman, le précédent roman? 555, voilà. Donc je ne suis pas une turiféraire des signes, mais c'était surprenant de voir que ça se terminait sur la page 555. Ma foi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que se donner de l'espace comme ça permet justement d'organiser des temporalités différentes. Et l'idée, c'était qu'on allait passer 4 saisons comme ça, puisqu'il reste une année, et que ces 4 saisons allaient être rythmées par tous les états de la mer, qui peut être paisible, magnifique, accueillante en câliné, et qui peut être extrêmement en colère et prendre des vies. Je veux dire, même au paroxysme de sa colère, elle est capable de prendre des vies. Oui. Vous, que faites-vous face à la mer, Hélène Guestern? Je regarde. Je ne fais absolument rien d'autre. Je marche le long d'eux et je regarde. De temps en temps, je prends une photo, mais de moins en moins. Mais je regarde, et ce qui me frappe, c'est qu'on peut rester là 2 heures avec l'impression d'être resté là 1 minute. Quand je dis que c'est la télécouleur, c'est beaucoup, beaucoup mieux que de la télécouleur. C'est quelque chose, c'est une surface sur laquelle il se passe continuellement quelque chose. Puis pour ceux qui connaissent Saint-Malo, la grande baie de Saint-Malo avec la plage du Sillon, elle est encore intacte. Et ça reste un lieu, on se dit, au début du siècle, certaines choses devaient être pareilles. Par exemple, les enfants qui courent, les familles, et tout ça dans une telle ampleur qu'on entend très peu le bruit, les cris. Donc il y a toujours l'impression d'une paix immense comme ça, et quelque chose d'intemporel. J'aime beaucoup regarder les enfants qui jouent et les personnes âgées qui se promènent le long de la digue comme ça. Il y a des descriptions de personnes qui passent sur la plage. Il y a le silence parfois, et puis des bruits, parce que ce n'est pas totalement silencieux, ce coin-là, surtout une mer comme celle-ci. Euh, Est-ce qu'il y a de la mélancolie dans ce livre-là? Bah oui, beaucoup. Je serais malhonnête en le cachant. Bien sûr, il y a de la mélancolie. Mais c'est pareil, il y a un dialogue avec la mélancolie. Parce que la mélancolie, certes, elle est là, mais elle est là aussi parce qu'on la laisse s'installer. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut avoir une conversation de fond avec sa propre mélancolie, en disant « je t'aime beaucoup, tu fais partie de mon existence », mais peut-être qu'il y a la vie
justement, qui est là, devant, avec ses couleurs qui se réveillent. Et peut-être qu'il faut aussi accepter de regarder la vie. Et là encore, c'est toujours, en tant que romancier, on a ce luxe de pouvoir faire évoluer des personnages ou dépeindre des gens qui sont dans une trajectoire, qui ne sont pas figés ou enfermés dans un certain état d'esprit. Mais rien n'est figé justement, parce que vous dites ça, c'est finalement, vous venez de le dire, c'est un roman du mouvement où on n'est jamais figé, où on est tout le temps en mouvement, comme cette mer qui n'est jamais calme. C'est une mer qui bouge tout le temps. C'est ça que vous racontez, c'est effectivement ce mouvement perpétuel qu'on a dans nos vies, Oui. ces allers-retours, Oui. ouais, ce besoin de s'enfuir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir fuir? Mais tout le temps, mais tout le temps. Donc je me retiens à grand-peine, mais oui, ça arrive tout le temps de fuir, et d'avoir envie de fuir, et puis même d'essayer de le faire. Simplement, on se rend compte qu'une fois qu'on a fui, on n'a pas fui qui on était. Donc les problèmes, on les emporte avec toi. Faut pas se raconter d'histoire. Donc en fait, il faut d'abord essayer de se réconcilier avec soi et puis faire en sorte que le départ ne soit pas la fuite, justement, que ce ne soit pas une sorte d'échappatoire un peu désespéré, mais que ce soit plutôt un désir d'aller vers le lieu dans toute son intégrité et puis de faire corps avec ça. Mais partir, bien sûr, tout le temps, tout le temps. Question sur l'enfance, parce qu'il est aussi question de souvenirs d'enfance, avec les cailloux, avec plein de petites choses comme ça, et les jeux sur la plage, et les jeux avec son frère, et les souvenirs. Est-ce que ça aussi, vous aviez envie de mettre cette part d'enfance dans ce livre-là? Oui, cette part d'enfance-là est comme ça. Il y a une chanson de Barbara qui est magnifique, qui s'appelle Enfant, justement, qui dit « Il ne faut jamais revenir au temps béni des souvenirs du temps caché de son enfance. Car parmi les souvenirs, ceux de l'enfance, ce sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. » Et il y a quelque chose de déchirant, toujours dans les souvenirs d'enfance. Donc oui, on leur fait une place, ça c'est certain. Mais j'ai pas une vision de l'enfance comme d'un lieu idyllique et béni. C'est pas tout à fait ça. Et ça, j'imagine bien. Et merci pour cette nuance de bleu, ces nuances de bleu. Et ce titre, cette île qui porte ce nom-là, Césambre, fait un titre de roman magnifique. Un roman non pas de corsaire, mais presque, puisqu'on est, on est à Saint-Malo. Donc c'est l'écriture d'un roman de corsaire. Sans les corsaires. Sans les corsaires, voilà. Hélène Guestern, c'est aux éditions Grasset. Ça fait 2011 que vous publiez. Oui, ça commence à faire un petit moment. Et ça commence à faire œuvre aussi. Ben, qu'on le veuille ou non. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Ça a commencé par l'image avec eux sur la photo. Et là, ça se termine avec la carte postale. Donc j'ai fait une grande exploration de différents types d'images. Et je suis contente aussi de ça, d'avoir finalement bouclé la boucle de ce chemin-là. Merci beaucoup. Merci à vous.